Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur la stratégie des ventes. Et puis, on va couvrir aujourd'hui beaucoup là, sur la nouvelle ère, donc tout ce qui est post-pandémique, 2022, les nouvelles tendances, les meilleures pratiques revisitées en fonction là, de la modernité là, que l'ère post-COVID nous amène. On va commencer par des coups de présentation. On a beaucoup de contenu aujourd'hui. Beaucoup de statistiques, beaucoup de pratiques, de meilleures pratiques, de trucs, d'astuces, de techniques, de stratégies, de tactiques, etc. Donc, c'est un webinaire qui va être bien rempli. On vous mentionne tout de suite qu'on va l'envoyer après. Donc, pas besoin de prendre de notes parce que là, évidemment, là, vous verrez, il y a quand même, comme je disais, un peu de contenu, un peu pas mal. Donc, ça va être envoyé après. Là, donc, on peut avoir votre attention. Tout le contenu, là, il sera partagé par la suite. Peut-être commencer un petit peu avec une agenda. Donc, on va parler de la réidentification des personas. Donc, tout le monde sait un peu c'est quoi des personas. Comment qu'on réidentifie ça en 2022. La cartographie des processus de vente version 3.0, car il y a eu une évolution. L'automatisation des tâches administratives, donc comment que le temps, par exemple, de déplacement des représentants, puis l'autre qui était perdu, comme les meilleures pratiques ou les meilleures façons de faire pour les réinvestir ailleurs. Comment transformer le marketing automation ou le marketing automatisé ou l'interaction digitale en votre meilleur vendeur. Démystifier l'intelligence artificielle et puis son avenir un peu dans la vente. Qu'est-ce qu'on voit là, comme du niveau fonctionnel là, qui arrive là, pour nous aider là, en 2022. Une courte présentation. Donc, je suis Sébastien Forget, le président fondateur de Solutions Metrics, une firme qui se spécialise en CRM. Donc, on fait plusieurs plateformes CRM. Donc, on fait Microsoft, Salesforce, Crucial, Sugar, HubSpot, etc. On a 5 plateformes présentement qu'on supporte. Donc, puis moi, personnellement, j'ai de formation technique. Donc, j'ai une formation d'ingénieur, mais je n'ai jamais pratiqué en génie comme tel. J'ai fait un peu de génie logiciel au début, mais bon, j'ai travaillé avec du monde qui m'ont mis l'entrepreneurship directement dans les veines. Donc, j'ai depuis mon jeune âge là, une entreprise et puis Solutions Metrics là, qui opère incorporé en 2001, mais j'opère à temps plein depuis peut-être 12 ans, 13 ans dans l'entreprise, en fait 13 ans pour être exact. Donc, entreprise de CRM, une entreprise de service conseil qui œuvre dans le domaine du CRM et qui a les compétences techniques. Donc, on n'est pas une firme, on œuvre dans les technologies, mais notre staff, on a des développeurs, des architectes de solutions, etc. On est vraiment sur les best practices, comme un ROI, les meilleures façons de faire, le marketing, vente, service à la clientèle, expérience client, etc. Donc, c'est moi-même et l'entreprise. Un petit peu Solutions Metrics, c'est les principes de base. On est, comme je disais, là, best practice. Le CRM, on comprend qu'on va en parler aujourd'hui, mais ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un objectif d'avoir un CRM. L'objectif, le CRM, c'est l'outil qui va nous atteindre de permettre ou nous permettre d'atteindre les objectifs. Donc, c'est de travailler vraiment à articuler les tactiques CRM pour s'assurer qu'on atteigne nos objectifs. Puis, on aide les entreprises à 4 façons à hausse des revenus, donc la croissance, la satisfaction client, la visibilité à l'échelle corporative, donc les KPI, les tableaux de bord, etc. Puis une approche là, qui est vraiment personnalisée, plus pertinente. Donc, comment on interagit avec nos clients de façon plus personnalisée. Puis, un peu notre mission, là, comme je disais, là, on est l'objectif, c'est que le projet réussisse. On comprenait que pour ça, il fallait avoir plus qu'une seule plateforme. Donc, c'est pour ça qu'on représente plusieurs plateformes. Puis, on a une stratégie là, qui est vraiment orientée autour des best practices, puis surtout le ROI du projet et l'adoption usagée, puis la gestion de changement. Donc, c'est une expression québécoise qui s'appelle la compétence transversale qu'on a développée de toute la gestion de changement parce que outiller une entreprise avec des technologies, c'est une chose. S'assurer que la technologie, elle est bien embrassée, elle est bien implantée, puis elle est bien utilisée par celle-ci, c'est une autre partie très importante de nos mandats. Donc, Solutions Metrics vite, on est à peu près une cinquantaine. Bon, évidemment, comme je vous disais, là, autant business que technique.
Puis, on a un peu plus là, que ça s'adapte un peu, mais on a maintenant une centaine de certifications là, en CRM. Donc, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir avec moi Gaétan Bolduc. On s'est croisés il y a quand même un certain temps là, chez un client commun. En fait, c'était mon client. Donc, et puis, on a eu le bonheur là, de garder contact. Et puis, au cours de son récent parcours professionnel, là, des 7-8 dernières années, là, de garder contact. Gaétan, je te laisse te présenter. Good, merci Sébastien. Alors effectivement, mes 35 années dans le monde corporatif m'ont aidé à travailler avec différentes entreprises, des belles entreprises pour les aider dans leur développement d'affaires, leur développement des ventes. Puis là, une dizaine d'années, en 2012, j'ai décidé de prendre ma retraite du monde corporatif et plutôt de me concentrer en tant que consultant pour aider les entreprises à développer leur réseau de vente, leur réseau de distribution. Et plus particulièrement, l'an dernier, juste avant la COVID, avant que la COVID s'annonce, j'ai décidé de joindre le groupe Celsius la prochaine, mon ami Seb. Oui, bien sûr. Alors, au niveau du groupe Celsius, Celsius Solutions Vente, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le conseil. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aider les entreprises à établir leur plan de vente, la gestion des équipes, réellement là, de trouver des façons d'agir puis de mesurer autant au niveau de tableau de bord ou d'outils qu'ils utilisent, mais aussi en coaching. Donc, en coaching, on va travailler plus avec les personnes pour développer leur savoir-être et leur savoir-faire. Et bien entendu, un côté qu'on est très, très fier, l'Académie, où on travaille avec un partenaire en Europe qui s'appelle Halifax Consulting. On a 160 programmes de formation à distance spécialisés dans tous les aspects, tous les volets de la vente, autant au niveau du vendeur sur la route que du service à la clientèle que de l'équipe. Alors, ceci étant dit, j'aimerais tout de suite tomber dans le sujet puis partager avec vous, comme Sébastien disait, des statistiques. On va y aller très rapidement. C'est tout ce qu'on savait avant la pandémie. Puis curieusement, ces choses-là qu'on a su avant la pandémie, c'est des choses qui ont été multipliées par 10 ou qui ont été confirmées ou qu'on a réalisé beaucoup plus justement depuis les 2 dernières années. Donc, on savait déjà là, avec des études de Harvard, de Forrester, que il y avait 60% des vendeurs des acheteurs qui prenaient leurs décisions avant d'avoir rencontré leur fournisseur. Il y avait 1 million de vendeurs sur la route. En 2015, ils disaient qu'il était pour avoir 1 million de vendeurs de coupés sur la route. Il y en a pas, ils ne disaient pas à ce moment-là exactement combien seraient coupés par rapport à la pandémie, mais on a vu que ça avait un impact directement. Ainsi qu'il fallait qu'on transforme les vendeurs au niveau de consultation que réellement de preneur de commande, si on peut utiliser le terme. Fait que tout ça, ça a fait que ça a réellement accéléré le processus. Donc, exemple, dans la gestion d'un lead, on dit qu'on a 7 chances de plus de parler à un décideur si on le fait dans les 5 premières minutes après qu'on a reçu l'information. Puis il y en a 55% des leads qui sont répondus avec plus que 5 jours. Donc, c'est pas fameux comme performance quand on regarde ça. Prochain. Oui. Donc, au niveau des ingrédients qu'on voit, on parlait effectivement qu'il y avait 60% des clients qui préfèrent communiquer par courriel plutôt qu'en face à face. C'est spécial. C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2021, 2022 bientôt, on le voit beaucoup plus. Il y a 25% du temps qui était utilisé en déplacement. Donc ça, ce temps-là, est-ce qu'on l'a utilisé à bon escient? Est-ce qu'on a réussi à trouver des façons de faire en sorte qu'on va maximiser nos performances en prenant le temps qui s'est dégagé? Il y a un point aussi qui dit qu'il y a 41,2% des vendeurs qui disent que leur téléphone était le meilleur outil de vente puis le plus efficace. Alors, je suis curieux de voir jusqu'à quel pourcentage ça a augmenté en 2021 puisqu'il n'y avait plus de face-à-face. Puis bien entendu, on parle des vendeurs externes qui passent 21% de leur temps à parler des clients ou des prospects. Donc, ce qu'on se demande réellement, c'est jusqu'à quel point nos vendeurs ou nos personnes qui étaient en contact avec nos clients ont pu transformer le monde de la COVID, c'est-à-dire le travail à distance, pour maximiser justement le développement des prospects et l'augmentation ou la fidélisation de la clientèle. Donc, il y avait 3 ingrédients réellement de la vente qu'on considère aujourd'hui dans la vente dans le 2020. Il y a le monde du web, bien entendu, avec tous les outils au niveau mondial, que ce soit le téléphone, les Zooms, les échanges de dollars, les centres de distribution qui sont un peu partout.
Et aussi, bien entendu, il reste encore certains contacts humains. Peut-être plus par Zoom, peut-être ça va revenir, on ne sait pas. Mais c'est sûr et certain que vous êtes au centre et au centre de votre entreprise, il y a la concurrence, bien entendu. Il y a tout l'environnement externe Pestel. Hein. Les Pestel, on parle de tout ce qui est des facteurs externes stratégiques. Donc, on parle de politique économique, on parle de social, technologique, écologique et encore le côté légal. Et bien entendu, le marché. Alors, tout ça, il faut l'arrimer puis être capable de le mettre dans l'entonnoir parce que il y a un pourcentage des ventes qui peuvent être faites au niveau interne, il y a un pourcentage des ventes qui peut être fait au niveau en ligne et celui au niveau des ventes externes. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est quoi la recette magique pour les 5 prochaines années avec ce nouveau monde qu'on a connu dans les 2 dernières années. Alors, une grande question, c'est quoi votre recette? Comment vous êtes ajusté, puis comment on a fait pour comment on va faire pour améliorer ou maximiser justement ces nouvelles opportunités-là qui se sont dégagées par le temps que les gens ont maintenant à ne plus voyager et à ne plus perdre de temps à se préparer pour aller rencontrer des clients. Donc, quand on regarde ça, la grande question, c'est est-ce que vous avez un plan de vente pour pouvoir propulser vos ventes? On sait que ce qui est important dans la vente, c'est d'être capable de vendre plus à nos clients actuels. C'est toujours ça qui est plus facile. Et bien souvent, c'est des sujets qui ne sont pas adressés avec nos clients. On vend un certain produit, un certain service, mais on n'a pas pris le temps de vérifier s'il n'y a pas d'autres produits ou d'autres services qu'on pourrait lui vendre. Donc, ça, c'est une des premières choses. Afin d'être capable de vendre plus à nos clients ou de vendre plus de quantité. Si on est un troisième fournisseur, ben, est-ce qu'on peut devenir le deuxième ou le premier fournisseur? Bien entendu, c'est de fidéliser nos clients. Nos clients, c'est la fidélité de nos clients, c'est ce qui est le plus important à long terme. Puis, bien entendu, est-ce qu'on peut raccourcir le cycle de vente? Tout ça mis ensemble, ce sont des éléments qui font que nos activités de vente deviennent plus payantes et bien entendu, ça crée la pérennité pour l'entreprise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'être capable d'identifier les bons outils avec le bon processus automatisé pour supporter l'équipe dans l'exécution du plan de vente. Vous avez sûrement vu ce tableau-là dans le passé, hein? La fameuse loi de Pareto qui dit que 20 de nos clients nous rapportent 80 de nos revenus. Mais moi, j'aime ça le diviser plutôt en 3 qu'en 2. Donc, on va parler du 80 de nos revenus, bien entendu en dollars, le 15 suivant et le 5 de la fin. Puis pourquoi je veux le mettre comme ça, c'est qu'on a une étude, nous, qui nous prouve, puis même à toutes les entreprises avec qui on a accompagné depuis des années, on réalise que dans la majeure partie des cas, le 80 de la business vient seulement de 15 du nombre de clients. Le 15 additionnel vient du 35 suivant. Et le 5 final vient de 50 de la clientèle. Puis la grosse réalisation aussi là-dedans, c'est qu'on se rend compte que 50 de ces clients-là tirent plus que 25 du jus des ressources humaines et de nos demandes et de nos services et de tout. Alors, c'est sûr que quand on parle d'un principe comme ça, il est important de réaliser qu'il faut concentrer nos efforts sur notre 20-80, puis de se rendre compte que c'est qui les petits clients sans potentiel ou les petits clients qui génèrent notre 5 de revenus et comment on va faire pour traiter avec eux. C'est toujours une bonne réflexion, Gaétan, puis c'est tout le temps le fun de faire l'exercice avec les entreprises, parce que le feeling que souvent on a, c'est que non, mais le 50 va se développer à un moment donné pour être dans le 15. C'est là ton plan de vente que tu parlais tantôt là, qui est super important. Donc, ouais. C'est super. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est savez-vous qu'un vendeur en moyenne va perdre une journée par semaine? Une journée par semaine parce qu'il va travailler auprès des clients qui vont être peu payants ou moins payants. Il va effectuer des activités qui sont non payantes. C'est combien de fois qu'on a demandé à notre vendeur, hey, appelle-moi tel client, il n'a pas envoyé son chèque. C'est sûr, certain que c'est des outils à faire, mais on le fait une fois de temps en temps, ça va bien, mais quand ça devient une grosse partie du travail, ben, à ce moment-là, c'est normal qu'on n'atteigne pas les performances qu'on aimerait atteindre. Utiliser son agenda, d'optimiser le territoire. Tu sais, souvent, on va dans une région, on parle avec un ou deux clients. Est-ce qu'il y en avait 2, 3 à côté qu'on aurait pu aller voir en même temps, puis maximiser son temps ou maximiser le temps qu'on est dans ce secteur-là? Mais surtout, d'optimiser les rencontres avec les clients. C'est quoi notre objectif? Réellement, quand on lui parle, est-ce qu'on remplit tous nos indicateurs qu'on a besoin d'avoir, puis toute l'information qu'on a besoin d'avoir afin d'être capable de vendre plus ou de vendre mieux à notre client? Absolument. Un petit peu,
là-dessus, on tombe dans plusieurs choses au niveau de l'augmentation des ventes, de la relation client. Puis Sébastien, je sais que tu es comme un poisson dans l'eau là-dedans, donc je te Exact, laisse avec exact. ces points-là. Exact. Et puis, tu sais, nous, on l'a vécu pour nous, puis on l'a vécu avec nos clients. Donc, la façon d'interagir et d'engager avec nos clients à distance s'est transformée. Tu sais. Donc, on a beaucoup là, présentement de mandats qu'on a fait durant la COVID, puis même aujourd'hui, là, un peu ceux qui réagissent encore, ils se disent, OK, là, j'ai besoin de m'outiller différemment, j'ai besoin d'une un petit peu une approche différente aussi. Tu sais, puis les vecteurs ou les dimensions qui vont aider là-dedans, parce que tu sais, puis Gaétan, je pense puis moi aussi, j'ai quelques cheveux gris. Là, on a assez d'expérience. Savoir, quand on faisait des meetings face à face, on se préparait, mais on pouvait toujours, on disait, on va sentir le client, puis on va un peu, tu sais, les gens qui sont très spontanés, ils ont la qualité de pouvoir improviser un peu, puis ça ne paraîtra pas. Mais malheureusement, ça ne tient plus ça quand tu es à distance. Puis surtout pour engager avec les gens. Il faut que tu sois vraiment, vraiment, vraiment pertinent. Fait que les dimensions, c'est qu'il faut que tu saches c'est quoi ton marché, à qui tu t'adresses, tu sais, comment, puis c'est quoi leur enjeu, etc. Ta structure de vente. Donc, ta structure de vente interne, il faut qu'elle comprenne aussi le cycle d'achat du client. Il faut que tu aies une bonne structure pour que ce soit bien en arrimage. Comment tu vas couvrir ton territoire? Le profil de tes vendeurs aussi internes, qui est à tenir en compte. Comment tu vas faire ton recrutement? Fait que ça, c'est assez important puis on le voit, là, nous, on fait des tests de compétences et des tests de personnalité. C'est deux choses assez différentes. Puis ça prend certaines aptitudes qui sont différentes. On attache aussi de plus en plus la rémunération, donc le plan de compensation, avec ces nouvelles initiatives-là. Évidemment, ça affecte ton coût de la vente, tes communications sont différentes, et puis tes habiletés à développer se sont transformées. Parce que dans les. Oui, il faut toujours être pertinent, mais là, encore plus. Donc, comme tu le disais précédemment dans les différentes statistiques que tu partageais, une, c'est quand on transforme de vendeur transactionnel à vendeur consultatif. Mais pour être consultatif, il faut que tu aies de la valeur. Il faut que les gens voient assez rapidement pourquoi qu'on devrait parler. Puis quand tu te prépares bien, puis quand tu as un bon plan, comme tu parlais plus tôt, ben, ça, c'est des dimensions que tu tiens en compte là, dans ta stratégie. Puis, tu sais, un petit peu, là, pourquoi les restes ils passent peu de temps à vendre, parce que c'est une statistique qui est une triste statistique qui est bien importante. C'est que, bon, euh, le temps de vente, là, puis les activités de vente, il faut vraiment bien les découpler. Des fois, on n'a pas le choix, ce ne sera jamais 100%, OK? Donc, un vendeur ne passera jamais 100% de son temps à vendre. Mais le plus qu'on est capable d'enlever du travail clérical, du travail répétitif, puis ça passe par l'automatisation beaucoup. Puis, comme tu disais, Gaétan, j'étais un poisson dans l'eau. Alors, puis mon eau du CRM dans lequel je baigne a beaucoup ça, là, parce que aux États-Unis, il y a 6 millions de postes vacants. Donc, on est en pleine pénurie de main-d'œuvre partout dans tous les pays industrialisés. Donc, c'est bien important que les gens qu'on a, sachant qu'on ne sera pas capable d'engager tout le monde qu'on voudrait, qu'on les optimise au maximum. Puis ça passe beaucoup par l'automation. Donc, portez attention à ça. La gestion du temps, ça aussi, là, on n'en parle jamais assez, le coaching, etc. Puis comment prioriser. Puis il disait, le Seven Habits of Highly Effective People, c'est put first thing first. C'est un des choses qui est toujours très important. Puis, on parlait aussi la prospection. On va parler tantôt là, du meilleur vendeur potentiel qui sera votre marketing automation, mais la prospection, c'est toujours la nature des ventes et des vendeurs de garder leurs skills ou leur talent de chasseur assez bien aiguisé. Maintenant, comment on l'optimise pour pas que ça devienne une perte de temps à essayer de contacter un paquet de monde sur LinkedIn qui ne qualifie pas. Fait qu'il y a beaucoup de nouvelles tactiques là-dedans. Tout ça dans une optique d'optimiser les ressources qu'on a pour plusieurs raisons. Premièrement, pour qu'ils vendent plus. Deuxièmement, c'est difficile à trouver. En tout cas, on regardait d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique, là, tu parlais du Pestel tantôt.
on est là-dedans jusqu'en 2023, 2024. Donc, il faut y penser. Donc, on va être en pénurie de main-d'œuvre pour un petit bout encore. Donc, les statistiques sur les ventes. Donc, on continue. 50% des prospects identifiés, ce n'est pas vraiment un bon fit. On parle de qualification, on parle de. Puis il y a plusieurs tactiques, puis techniques, puis méthodologies de vente, mais évidemment, ta qualification, là, peu importe la méthodologie que tu utilises, il faut qu'elle soit bonne. Alors, malheureusement, c'est 50%. Ça, c'est pas assez. Nous, les compagnies viennent nous voir, disent, ben là, mes vendeurs, moi, je veux qu'ils vendent plus, fait qu'il faut qu'ils fassent aussi beaucoup de inbound. Fait que, puis, on pourrait parler, on pourrait faire un webinaire juste de ça. Est-ce que je fais inbound ou outbound ou comment je calibre mes initiatives? Alors, ça, c'est bien important parce que plus on a d'inbound, puis, est-ce que je sépare mon account manager qui est plus farmer de mon hunter qui, lui, va être plus à la chasse, puis comment je donne à la chasse du inbound, puis comment je digitalise toute ma stratégie outbound pour optimiser tout le monde. C'est des sujets super intéressants. Il y a des meilleures pratiques, ça existe, ça se fait, mais c'est juste des choses à tenir en compte, un peu pour vous sensibiliser aujourd'hui durant le webinaire. Donc, il y a les ventes sont de plus en plus dures. Ce qui est dur dans les ventes, c'est pas qu'il y a moins de dollars qui se dépensent qu'avant avec des fournisseurs. Au contraire, c'est à peu près 1,30 fois il y a 5 ans. Ça suffit. C'est parce que c'est pas non plus nécessairement la compétition, c'est l'offre. L'offre est vraiment grande. Puis ça, on regarde aussi simple que, puis là, je parle de mon expérience personnelle, là. Bon, j'ai magasiné des électroménagers. Ça a l'air simple, là, mais c'est pas super simple parce que tu as 56 000 options. Fait que, ce qui fait que c'est dur à vendre, c'est comment tu te pertinent là-dedans. Parce que, oui, la bonne vieille façon de moi, j'ai une bonne relation avec mon client, il me fait confiance, vrai, mais cette prémisse-là doit être fondée sur une approche quantitative qui fait que je donne la valeur au client. Donc, important. Puis, bon, évidemment, la pandémie a fait qu'il y a juste à peu près le quart des représentants qui ont atteint leurs objectifs. Puis, les représentants qui sont vraiment bons, premièrement, j'ai bien leur calendrier, puis autant qu'il est plus pertinent pour eux. Puis, ils passent 4 heures au moins à juste faire des activités de vente. Ça, c'est le 81% le meilleur. Quand tu regardes, ils passent au moins 4 heures à faire la vente. C'est juste donner un indicateur. Puis, le 80% des meilleurs vendeurs, okay, on parlait le Pareto tantôt, le 80% des meilleurs vendeurs représentent plus que. Alors, comment on va dire ça? Pas les 80%, mais le 20%, donc le 80% sur 100, le 20% des meilleurs vendeurs, donc, OK, représentent 80% des ventes qui se font normalement dans la plupart des industries qu'on regarde, tourne toujours autour de ça. Donc, ça veut dire qu'un bon vendeur va vendre 4 fois plus qu'un moins bon vendeur, grosso modo, 4 à 5 fois plus. Un petit peu la nouvelle réalité d'aujourd'hui et de demain. Donc, aujourd'hui, on a peu ou pas de déplacement, hein? Donc, c'est comme ça. Beaucoup Zoom, là, puis bon, Teams et les autres, là, même si tout le monde est un petit peu, je pense que la plupart des gens s'ennuient un peu du face-à-face, c'est là pour rester à cause de la productivité que ça amène. Là. Donc, les rencontres sont plus courtes. Donc, on le voit de plus en plus. Les 1 heure sont passées à 45 minutes, les demi-heures sont passées à 20 minutes, etc. Les gens sont de moins en moins gênés à terminer la rencontre. J'ai eu toute l'information que j'ai voulu. Même si on avait 1 heure ensemble, ça fait 40 minutes qu'on se parle. Merci, on se redonne le temps mutuellement. Évidemment, la proximité physique des clients et des employés est moins là. Bon, évidemment, télétravail pour les gens en vente. Puis, quand on regarde là, les études, la télévente, c'est sûr qu'il y a certains clients qui, dans une partie du cycle de leur cycle d'achat, vont vouloir rencontrer le fournisseur avec lequel ils pensent travailler, mais la partie, disons, exploratoire, là, magasinage en termes plus familiers, se fait beaucoup à distance. Donc, ils vont vouloir mettre les gens pertinents. Oui, ils vont investir, mais c'est comme ça, malheureusement. La mobilisation des gens en vente aussi est peut-être un peu plus difficile. Tu n'as plus de salon, tu n'as plus d'exposition, les congrès en présence, c'est de moins en moins. Là. On souhaite tous que ça va revenir, mais c'est comme ça.
l'optimisation du temps de nos clients puis de nos prospects aussi, fait qu'ils ont moins de temps pour nous autres. Puis, tu sais, c'est drôle, aujourd'hui, chez Solutions Metrics, on avait 2 ateliers. Là, on a du monde qui ont passé l'avant-midi, après-midi sur la santé mentale. On donnait parce que c'est un peu ça. Là. Il y a un aspect motivant. Bon, il faut le prévenir, c'est ce qu'on fait, mais il faut être attentif au fait qu'il y a une monotonie là, à passer la journée devant l'écran. Allons dans un sujet moderne aussi qui est dans les meilleures pratiques ou les nouvelles techniques là, de la nouvelle ère, là, qui est le sujet d'aujourd'hui, qui est la réidentification des personas. Évidemment, tout le monde a des personas, tout le monde a dit, bon, voici qu'est-ce qu'ils ont l'air, nos clients types. Donc, on a une petite photo avec un descriptif, qu'est-ce qu'elle veut, etc., etc. C'est parfait. Maintenant, ça s'est transformé un peu. Les personas qu'on avait se sont évolués. Puis aussi, si on parle plus de l'aspect vente aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment avoir un processus de vente en fonction de ces personas-là. Donc, quand on parle qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle ère, c'est évidemment avant, je ne dis pas qu'on n'avait pas de processus de vente en fonction des personas, on avait une façon d'engager différente avec les personas. Là, même au niveau du cycle de vente, il y a des étapes de notre cycle qui vont être transformées selon avec lequel persona qu'on interagit. Donc, c'est vraiment un petit peu asymétrique comme façon de faire. Puis, évidemment, les points d'interaction digitale prennent beaucoup, beaucoup d'importance parce que la façon d'interagir avec nos prospects s'est transformée. Et puis, qu'est-ce qui est bien, hein, puis là, c'est un peu notre affaire, c'est que avant, bon, tu parlais à ton client, tu essayais d'un petit peu de décortiquer, tu creusais, tu avais des techniques d'ingénierie sociale pour essayer de savoir, comprendre, puis bon, puis les bons vendeurs étaient excellents à travailler la chose pour savoir exactement, OK, voici exactement l'état des lieux, comment qu'on va gagner, c'est qui l'influenceur, c'est qui le decision maker, etc. Non, ça reste, mais on doit s'entourer de points d'interaction digitale, puis de data, puis de données qui viennent de nos plateformes, de nos outils. La façon, en tout cas, puis il y a toutes sortes de façons, là, que ce soit par le social selling des médias sociaux, les courriels, on traque ça, les visites sur le site web, etc., pour comprendre un peu c'est quoi l'écosystème avec qui on deal, parce que, bon, évidemment, la relation, surtout au début, étant évidemment à distance, implique que ce soit un peu plus distant en termes de proximité avec ton client, mais pas juste physique, mais bien au point de vue relationnel. Alors, c'est important qu'on ait cette information-là aussi. Si on regarde aussi les techniques de cartographie pour les processus de vente 3.0. Donc, évidemment, je le dis souvent et trop, et puis je le redis, puis je vais continuer à dire, puis là, ça évolue encore plus, c'est que le processus de vente, c'est selon le processus d'achat du client. Donc, il faut comprendre le cycle d'achat du client pour être capable de bien camper notre processus de vente. Le cycle d'achat du client, parce que notre processus de vente ne peut pas être tout le temps linéaire, parce que tu vas engager avec des gens à différents points où les prospects vont être à différents stades dans leur cycle d'achat. C'est bien important de bien s'arrimer pour avoir le maximum de pertinence à la personne qui te parle, surtout au début quand tu as peu de temps, pas trop son attention. Ces premières minutes-là sont très importantes. C'est bien important qu'on prenne ça. Comme je disais, on a une façon traditionnelle de le voir, donc en posant des questions, etc. C'est une façon digitale de le voir aussi, tout dépendant des interactions qu'ils ont eues. Je vais prendre un exemple de Solutions Metrics. Quelqu'un qui vient downloader ou télécharger là, de l'information ou disons un e-book, un petit livre numérique sur qu'est-ce qu'un CRM, mais il est peut-être pas mal plus loin que quelqu'un qui vient télécharger le même livre numérique sur les 5 choses à regarder quand on va implanter un CRM. Donc, ils sont à différents stades d'achat. Donc, c'est important d'engager différemment avec eux. Élaborer des événements numériques, donc des webinaires, ça c'est un exemple. Aujourd'hui, on est un exemple. L'automatisation des processus de vente pour plusieurs raisons, incluant le fait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. On a besoin d'optimiser nos vendeurs. On a besoin que nos bons vendeurs que tout le monde soit bon, puis que nos bons vendeurs, on les utilise à bon escient. Donc, aussi, en termes d'alignement des objectifs commerciaux, objectifs de vente, là, ça s'est beaucoup raffiné. Un forecast, puis peut-être Gaétan, tu as vu ça aussi, là, le management, il prend
c'est dans le chapeau, puis il dit, tadam, OK, cette année, c'est 18 d'augmentation qu'on veut. Oui, c'est Ce bon qu'on de... ce qu'on- ce qu'on Comment? voit souvent, c'est l'entreprise qui va dire, je vais acheter une palette de Kleenex puis une palette de champagne, puis à la fin de l'année, on va décider qu'est-ce qu'on va consommer, des Kleenex pour pleurer ou du champagne pour fêter. Exact, exact. Donc, il y a plein de techniques pour parce que les objectifs, oui, évidemment, à la fin, on imprime tous des états financiers, puis oui, il faut que tu aies un top line avec, puis il va y avoir un chiffre qui est de croissance, mais décortiquer un peu, il y a beaucoup là, dans les processus de vente, comment tu articules tes tactiques de vente en fonction de tes objectifs, puis comment tu cartographies tes objectifs en fonction des différentes phases, puis comment c'est important. Là, il y a des techniques là-dedans, puis il y a des outils aussi. Tu n'as pas besoin d'un doctorat pour faire ça. Évidemment, on parlait des processus de vente asynchrone. Donc, tu sais, des fois, ma première rencontre client, ça ne veut pas dire que, tu sais, même si c'est moi la première fois que je lui parle, ça ne veut pas dire que le client il est à la même place. Okay? La première fois que je peux lui parler, il est presque rendu, il a pris sa décision, il est prêt à faire un chèque. Des fois, ça peut être mon première rencontre, puis il est très tôt dans son cycle d'achat. Fait qu'il faut que ça soit synchrone. Il faut être capable de travailler ça. Il faut être capable de capturer le client, il est rendu où. C'est pas, tu sais, puis nous autres, on fait des CRM, puis étant, tu sais, là, dans tous les CRM, tu as Sales Cycle ou Sales Stage, je suis rendu où? Ouais, c'est plus ça, là. Ça, c'est, oui, c'est toi, tu es rendu où? Es-tu rendu à faire une soumission? Tu es encore en train de le qualifier? Correct. Mais la personne est rendue où, là? C'est quoi qui est, tu sais, ça a beaucoup évolué. Euh, C'est un des critères d'ailleurs qu'on fait, le premier des critères qu'on fait quand on fait le plan de vente, c'est de définir c'est quoi les critères de notre client cible. Si on pouvait faire un client demain matin, comment on voudrait l'avoir? Donc, on exact. part de là, fait qu'en ayant nos clients cibles, ben, en sachant qu'est-ce qu'on recherche comme client, c'est toujours plus facile de les trouver. Exact, exact. Puis quand j'ai interagi, il est rendu où, lui, dans son cycle d'achat? Donc, super important, super important. Si on regarde aussi un petit peu, tu sais, il faut comprendre, je parlais tantôt, hein, juste pour l'imager. Donc, on a, tu sais, évidemment, ça, c'est un funnel, mais euh, donc, dans notre audience ou les gens avec lesquels on va interagir, on va voir, tu sais, des gens qui sont dits, il appelle ça en anglais TOFU, top of the funnel. Donc, c'est des gens qui sont plus hauts. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut juste dire qu'ils sont moins prêts à s'engager. Je vais prendre un exemple dans mon domaine. Quelqu'un qui se demande, hey, ça serait-tu bon pour nous autres un CRM? On ne va pas lui vendre un CRM dans les trois prochains mois, c'est sûr, parce que il y a, surtout là, en transformation technologique, là, bon, plus gros mandat, là, bon, ils vont passer à travers un processus, etc. etc. Donc, même chose. Okay? Prenons peut-être moins complexe. Moi qui cherchais, je parlais tantôt des électroménagers, comme je devrais-tu changer? T'sais? Là, ici, c'est comme, là, je suis en recherche comparaison. Donc là, je suis en train de comparer, etc. Puis là, j'ai une audience chaude, c'est de dire, OK, ben moi, OK, mon budget, c'est ça. Je vais prendre une décision. Alors, go, là, je suis prête à m'engager. Puis c'est ce que je disais tantôt. Si nous, de mon côté, comme vendeur ou comme on va parler à du monde, on va parler à des A, des B et des C. Puis A, pas nécessairement c'est mieux, là. On peut parler à quelqu'un qui est ici ou ici. Maintenant, comment je peux savoir? C'est là que tout le profil digital de la personne peut beaucoup m'aider. Donc, nous, on le voit, là, quelqu'un qui est venu sur notre site web, il a lu, il a passé 7 minutes 12 sur le site web, puis là, il a regardé telle page, puis ben là, OK, il est peut-être un peu plus tiède que quelqu'un qui est froid. Donc, ça, c'est un exemple. Puis, un autre, ça, c'est une tactique du marketing automatisé qui s'appelle le nurturing. Donc, en bon chinois, nurturing, c'est comme le nourrissement de lead. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que je vois ça un exemple assez simple. Donc, j'envoie un courriel, okay, donc il parle d'un sujet. Là, il n'a pas cliqué dessus. Okay, donc, est-ce que le lien est cliqué, oui ou non? Si oui, il clique, là, je l'ajoute à une nouvelle liste parce que si dans le courriel, j'avais 3-4 sujets, puis il clique sur ce sujet-là, ben là, à ce moment-là, je vais l'ajouter d'une nouvelle liste de distribution. Puis là, ben, je vais faire un lead score. On va voir dans quelques instants c'est quoi un lead score. Après ça, je vais mettre d'autres informations en jour. S'il n'a pas cliqué, là, je vais attendre une semaine. Je vais y envoyer un autre courriel. Puis ici, ça pourrait être une semaine ou plus. Là. Puis là, dans ce courriel-là, est-ce qu'il a cliqué ou pas? S'il n'a pas cliqué là, ben là, OK, j'arrête. S'il a cliqué là, je vais le rembarquer d'un autre. Tu es capable comme ça de faire du nourrissement sans bombarder le monde
Encore là, il faut que tu aies un positionnement de valeur. Donc, il faut que les gens se soient intéressants. Ce n'est pas de la promo puis du spam. Mais ça te permet beaucoup d'automatiser une partie digitale. Puis dans la prospection, c'est surtout si tu cours après quelqu'un, tu es voir le rejoindre. Fait que ça, c'est une pratique là, qui se fait. Puis il y a beaucoup d'alertes. Donc, par exemple, quelqu'un a ses sites web, boum, ça me prompt, puis c'est le temps d'appeler. Donc, par exemple. Si on regarde aussi l'automatisation des étapes administratives, on en a parlé un peu, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, etc. Tu sais, la donnée de saisie CRM, là, honnêtement, nous, on recommande, ça ne dépasse pas 15 à 20 minutes par jour. Okay, même si je fais mes soumissions à mon CRM. Donc, quand tu fais de la saisie typique d'entrée de données, du recopiage de données, puis tu passes 4 heures par semaine, c'est pas super efficace. On a parlé là qui ne vendait pas beaucoup. Puis il y a juste 18 puis ça, qui est du temps des gens qui est investi dans leur CRM. Ça, c'est symptomatique de deux choses. Un, probable, puis malheureusement, c'est encore le cas des fois, là, il n'y a pas eu. Le CRM ne parle pas au vendeur. Il le voit comme une plateforme pour entrer l'information. Fait que, encore, malheureusement, trop souvent, on croise des gens, puis ils payent cher là, pour quelque chose qui est un Excel++. Alors, c'est vraiment pas un outil pour t'aider dans sa stratégie, sa tactique de vente. Donc, ça ne parle pas, puis, parce que le CRM n'est pas bien adapté. Puis, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Donc, tu sais, un des piliers de l'adoption des AJ chez nous, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement personnel. Moi, comme vendeur, pourquoi j'utiliserais ta bebelle? Là? Parce que c'est ça qu'on se fait dire, tu sais. Fait que ça, c'est bien important d'instant de ce mindset-là. Puis comment on articule ça dans un CRM, c'est bien particulier. Afin de gérer plus efficacement les tâches liées au CRM, là, tu sais, ils passent à peu près quand même 10 de leur accès du temps dans Excel. Fait que là, ils sortent ça, dans Excel, ça, ce qui est des choses à éviter. Puis pourquoi? Ben, on veut économiser du temps sur les tâches répétitives, ça c'est bien important. Il y a beaucoup d'avantages. On donnait, il y a, je pense, 2-3 semaines, les meilleures pratiques sur ce qu'on appelle un no-touch CRM. Le CRM, tu n'as quasiment plus besoin de le populer. Là. Il y a beaucoup, tu dictes. Pendant que tu es dans ton courriel, tu pèses sur des boutons, ça update ton CRM, il y a de l'intégration de téléphonie, même toute l'interface, les notes, là, on les écrit plus, on les dicte. Donc, des choses comme ça. Là. Oui, je vais avoir encore certaines choses à rentrer, mais les adresses, le logo, lire la signature du contact de son courriel pour populer mon CRM, c'est toutes des choses qu'il faut que tu ailles pour éviter les tâches administratives là, de recopier l'information. Évidemment, les propositions, les offres de services, les contrats, etc. Il y a bien des outils pour automatiser ça. Toute la paperasse qui est chronophage, là, qui prend du temps à faire, là, de l'ouverture de compte, des choses comme ça, ça c'est vraiment se débarrasser de ça. Puis, l'aspect collaboratif est très présent maintenant. On voit dans les équipes de vente là, des coordonnateurs, des ventes internes, des ventes le représentant, tu as le support technique, le pre-sale, le département qui va faire le chiffrage. Il y a beaucoup de collaboration qui est super importante, avec ton légal, etc. C'est bien important de profiter de ça pour libérer le temps et puis l'automatisation des tâches administratives. Puis, un petit peu pour la maturité, là, je vais laisser Gaëtan vous parler, mais il y a des outils qui existent pour essayer de savoir comme entreprise comment je me situe là-dedans. Oui, justement, c'est un bon point que tu amènes. Puis nous, un outil qu'on utilise beaucoup, c'est le niveau de maturité managériale de la fonction vente. On s'est rendu compte que on a fait un diagnostic qu'on a monté pour être capable d'évaluer à quel niveau vous situez, le niveau 0 qui est à risque et le niveau 4 qui est dans le fond au niveau de classe mondiale. Avec toutes les surveys qu'on a fait à date, les diagnostics qu'on a fait avec les entreprises, on se rend compte que la plupart des entreprises se situent plus entre 1 et 2 pour la majorité. Donc, on est en mode réaction pour la plupart et bien entendu, on est en mode transition, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils qu'on aimerait utiliser, mais c'est pas encore structuré, c'est pas encore fait. Donc, malheureusement, il y a une transition à accepter. Mais quand on arrive au niveau classe mondiale,
Les entreprises de classe mondiale, c'est des entreprises non seulement qui ont une structure qui est implantée, mais qui ont continuellement des KPI, des données dans le but d'évaluer les performances et aussi une rétroaction pour pouvoir améliorer. Donc, toujours regarder où on est rendu, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qu'on doit améliorer, changer, modifier, abandonner, puis après ça, repartir encore la roue d'une façon encore plus efficace. Donc, l'idée, c'est d'être capable, sur la prochaine, on voit que il y a 17 niveaux qu'on évalue. Puis en fonction de ça, bien, ça nous permet d'évaluer dans l'entreprise, mais est-ce que c'est le côté, exemple, paperasse, CRM qui est plus difficile ou est-ce que c'est le côté marketing qui fait qu'on n'a pas de représentation? Est-ce que c'est la formation au niveau de mon équipe de vente? Est-ce que c'est le contenu que je donne à mon équipe de vente pour l'argumentaire? Donc, on peut réellement évaluer avec ce diagnostic-là qui est en ligne. Vous pouvez y aller, remplir, et à partir de là, bien, ça vous donne un petit résumé de où sont les forces de l'entreprise où vous êtes à l'aise, puis où est-ce qu'elles sont un petit peu moins importantes, puis de là, on peut évaluer avec vous si c'est réellement des choses qui devraient être faites en priorité. Donc, la maturité managériale de la fonction vente, c'est extrêmement important de bien comprendre tous les aspects parce que, comme Sébastien disait tantôt, beaucoup de choses peuvent être automatisées dans le CRM, ces choses-là, mais l'important, c'est que tout le monde travaille ensemble dans la même direction, là, que le marketing ne génère pas 200 leads, que les ventes ne sont pas capables de suivre ou qu'on ne mette pas 55 opportunités dans le système, que finalement, il y en a juste 5 qui nous intéressent parce que les 5 entre autres, c'est des petits clients sans potentiel qui nous demandent de l'énergie puis qui vont nous donner juste 5 de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Excellent. Un classique, c'est drôle, ça me fait sourire, Gaétan. Tu sais, tu as le marketing qui génère 200 leads. Puis là, les vendeurs, ils disent, ah, ils sont pas bons, les leads. Fait que là, tu as le marketing qui dit, nous autres, on est des vendeurs pas bons, on leur envoie des leads, puis c'est pas bon. Puis Oui, exact. Qui disent, nous autres, le marketing est pourri, ils nous envoient juste des pas bons leads, alors que c'est juste mal. Donc, la synchronicité aujourd'hui est une des choses les plus importantes, je pense, qui va être dans la nouvelle ère, de s'assurer que tout le monde pousse, mais on pousse égal. Fait que comme exact. ça, ben, on avance dans la bonne direction. Ouais. Exact. Puis si tu regardes même cette tendance-là depuis 3 dernières années, d'un point de vue technologique, les compagnies de CRM et qui faisaient les compagnies de CRM ont beaucoup acheté ou fusionné ou fait leur propre plateforme de marketing. Donc, tu n'as plus maintenant une plateforme marketing et une plateforme CRM. Les deux sont fusionnés. Tu sais, si on regarde, là, que ce soit Microsoft, Salesforce, les autres, SAP, etc., les deux ont fusionné. Fait que, parce qu'ils veulent que le marketing travaille avec les ventes. Fait que ça simplifie beaucoup aussi au niveau de la gestion des systèmes. On en a parlé, on veut aussi faire une période de questions, là, donc il nous reste 7 minutes, fait que je vais être consciencieux de mon temps. Comment transformer le marketing automatisé en votre meilleur vendeur? Encore quelques pistes pour vous, pour la réflexion, parce que c'est définitivement quelque chose qui est bien important dans la nouvelle ère. Puis, comme tu disais, Gaétan, ça l'aide à faire travailler le marketing et les ventes ensemble. Donc, le marketing automatisé, c'est des tactiques, des micro-tactiques de vente que tu viens automatiser dans ton marketing pour aider les ventes à engager avec des gens plus pertinents. Donc, pour éviter que les moins qualifiés, qu'on perde du temps avec eux. Donc, automatiser les communications et les relances selon l'industrie, le persona, le cycle d'achat et la qualification du prospect. Parce que, premièrement, je vais décortiquer, essayer de vulgariser, si possible, marketing automatisé, qu'est-ce que c'est? Bien, marketing, on sait ce que c'est. Là, pourquoi automatiser? C'est parce que, évidemment, par exemple, si on disait, OK, un humain allait envoyer des courriels à tout le monde qui rentre, puis cet humain-là va le personnaliser selon l'industrie, le persona, le chiffre d'achat, puis la qualification du prospect, mais là, ça serait difficile à gérer de façon manuelle, d'où le mot automatisé. Donc, on automatise le contenu, la diffusion du contenu sur de l'événementiel puis du circonstanciel, donc ça fait quand même une belle machine. Donc, est-ce que vous allez voir là, les bienfaits que ça a au niveau des ventes? Attribuer un système de pointage aussi aux clients prospects. Puis tu parlais tantôt, c'est comme ça la vente, là, on ne parle pas tout le temps avec du monde qualifié. Là. Il y a du monde qui vient, puis c'est pas qualifié ou j'ai
je suis pas capable d'engager. Je l'ai essayé 3 fois par courriel, 4 fois au téléphone. Tu sais, là. Alors, tu sais, c'est là que ton marketing automation va venir travailler avec toi. Tu sais que je suis pas capable de le rejoindre. Fait que ton marketing automation va essayer de le rejoindre puis de le scorer. Puis il va t'avertir là, quand ça sera le temps de le recontacter. Une stratégie d'attraction, ça on le dit beaucoup, là, mais c'est bien important, ton inbound lead, là, ton nurturing pour qualifier les prospects. Puis évidemment, là, tout ce qui est social selling. Aussi, Gaétan, d'un point de vue plus techno, je parlais comment que le CRM puis l'automatisation du marketing s'est rendu à la même plateforme maintenant. Mais les outils de social selling ou de vente sur les réseaux sociaux ou de prospection sur les réseaux sociaux sont devenus aussi très, très près des outils CRM. Donc, aujourd'hui, là, je ne vais pas perdre du temps manuellement à essayer de me connecter avec du monde sur LinkedIn. Là. Il y a des outils pour faire ça. Pour aller profiler, dire, OK, moi, je veux telle industrie, telle grandeur de business, tel territoire, etc. Ta machine est faite pour toi, ta machine engage, ton marketing automation t'aide, puis etc. Là. Donc, il y a beaucoup d'automatisation qui peuvent être faites à ta place. Là. Donc, par exemple, prenons LinkedIn. Donc, qu'est-ce que l'attribution d'un score? Donc, par exemple, okay, donc, il y a quelqu'un que je me connecte avec mon outil, m'a connecté avec sur LinkedIn. Cette personne-là est connectée avec moi. J'ai envoyé un petit courriel, merci beaucoup, etc. La personne vient remplir un formulaire sur mon site web, parce que, par exemple, elle vient télécharger l'information, parce que je l'ai invité à télécharger son information, sachant que cette personne-là était dans l'industrie X. Je lui ai dit hey, merci beaucoup. By the way, si tu veux aller, on vient de faire une telle affaire. Hein? Donc, elle vient sur le site web, remplit le formulaire, 50 points. Ça, elle va recevoir un courriel qui dit merci, je sais qu'elle a ouvert 2 points. Après ça, parce que dans telle industrie, j'ai un autre 5 points. Elle participe au webinaire, j'ai un autre 50 points. J'ai une prise de contact avec un autre 50 points, etc. Visiter le site web, 5 points. Nombre de visites totales, plus 10, plus 4, 2. Fait que, tu sais, j'aurais un lead score de 172. Nous, on arrange que le lead score, à 100 points, normalement, quelqu'un est assez qualifié pour qu'un vendeur engage, ça va être pertinent. Évidemment, tu sais, le réflexe naturel, c'est on va appeler tout le monde qui remplit ce formulaire, oui, parce qu'il faut engager avec eux dans les premières minutes, comme tu disais, Gaétan. Encore là, si c'est une audience froide, des fois, ils ne voudront pas te parler. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des tactiques, des stratégies à mettre en place. Puis, si on regarde, tu sais, quand même important là, sur les quelques statistiques courriels. On supprime la moitié de nos courriels en journée, on prend 5 minutes. Les prospects aiment beaucoup, on le voit là, quand tu regardes pas nous, mais les grands, ceux qui envoient les Amazon de ce monde, là, qui envoient des courriels, c'est entre 5 heures le matin et 7 heures le matin que les courriels sont le plus lus. Les objets en majuscule, là, donc le subject line en bon français, en majuscule réduit de 30% le taux de réponse parce que ça a l'air d'un spam. Les messages écrits dans le langage de niveau primaire. Donc, quand il va très simple, ont 36% plus de chances d'être répondus que ceux qui sont écrits d'un niveau plus universitaire. Les gens lisent maximum 50-125 mots. Les courriels qui ont 1 à 3 questions ont 50% plus de chances d'être répondus. OK? Maintenant, la réponse va être sûrement une des 3 questions, mais n'empêche, c'est comme ça. Donc, puis une autre chose avant qu'on passe aux questions, je vais démystifier un petit peu l'intelligence artificielle puis son avenir un peu dans la vente parce qu'on le voit poindre, mais comment ça va nous aider? Optimiser l'expérience client en fonction de l'intention. Donc, c'est-à-dire que par la collecte de ces interactions digitales-là, puis interaction, là, on parle de profil sur LinkedIn, etc. Puis l'intelligence artificielle et le machine learning qui se fait derrière est quand même assez important. Puis l'analyse spontanée qu'on appelle, là, qui est faite, est assez aussi, là, regarde pas juste j'ai-tu un bon courriel, là, j'ai-tu un bon courriel, cette compagnie-là, cette industrie-là, il y a des news sur Google, il y a des points d'analyse qui sont faits, là, beaucoup. Fait que ça va te donner un score prédictif qui va t'aider à arriver mieux avec le client là, dans son cycle d'achat, puis là où il est rendu son expérience client. De plus en plus aussi, avant, il fallait que tu aies des milliards de data pour du machine learning, c'est de moins en moins ça.
Donc, du référencement qui est fait aux données publiques versus aux données privées. Fait que ton CRM te sert de source pour le machine learning. Fait que ça, c'est bien important. Donc, ça veut dire que l'entraînement est mieux, puis les réponses, là, que ce soit au niveau, on parle des ventes, là, des leads, de la prospection, des suspects, les courriels, comment ça va être répondu, les opportunités, etc. Ton prédictif est beaucoup, beaucoup plus juste. Puis dans le prédictif, tu vois aussi qu'est-ce qui fait que le score est bon, qu'est-ce qui fait que le score n'est pas bon, pour essayer de le travailler aussi. Donc, tu sais, ce qui vient diminuer le score. Donc, je te dis, OK, tu as 30 des chances que ça se convertisse. Mais pourquoi que j'ai juste 30 ça sert aussi. Puis évidemment, ça, c'est bien important. Les audiences basées sur le profil numérique, on le voit, là, ça marche super bien en intelligence artificielle. Puis j'explique un petit peu. Bon, évidemment, jadis, là, on dit, ah, bon, on va envoyer un courriel, hein, puis là, on va faire un courriel, puis OK, il va me sortir tous mes gens qui sont dans telle industrie ou dans telle région géographique ou tous nos clients qui ont acheté tel produit l'année passée, etc., pour faire des audiences ou des segments. Maintenant, c'est plus comme ça. C'est que tu es capable, tu laisses l'intelligence artificielle, tu dis voici ce que j'aimerais promouvoir là, ou diffuser comme information. Puis le CRM lui-même, ou l'intelligence artificielle connectée au CRM lui-même va dire voici qui sont les plus pertinents à recevoir ce type d'information-là. Donc, c'est plus, ben, on peut toujours le faire, mais on est conseillé par notre CRM de dire c'est quoi ce courriel-là, là? C'est ceux-là qui seraient les mieux à le recevoir. Donc, intéressant. Puis, les nouvelles façons de vendre, mon ami Gaétan va nous, qui est l'expert là-dedans, va nous guider là-dedans, mais évidemment, tout à fait transformé. C'est sûr, certain que les nouvelles façons de vendre, hein, si on va la prochaine, c'est ça, c'est au niveau d'être capable de raconter une histoire. Donc, on doit être capable de légitimer sa présence. Donc, raconter une histoire, motiver l'acheteur au niveau des principes Sonka. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais le Sonka, c'est faut réellement adresser ses besoins émotionnels, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'orgueil, au niveau des nouveautés, ou encore du confort, ou même de l'argent, et bien entendu, le côté sympathique. Les acheteurs ont tous des besoins émotionnels qui sont prédominants. C'est important qu'on puisse les identifier. D'utiliser des références aussi pour être capable de supporter ça. Les autres choses, c'est d'explorer les enjeux. C'est vraiment être capable de poser des questions. Il faut être capable de qualifier très rapidement c'est quoi que notre client recherche pour être capable de présenter notre valeur qu'on a, c'est-à-dire accentuer l'intérêt réellement sur qu'est-ce qu'on veut présenter en fonction de lui, qu'est-ce qu'il a besoin. Donc ça, si on ne trouve pas le besoin, et c'est souvent le problème ou le désavantage de plusieurs vendeurs de présenter des caractéristiques, on présente des caractéristiques, mais sans réellement démontrer l'avantage ou encore le bénéfice que le client pourra en tirer. À partir de là, c'est important qu'on soit préparé à donner des arguments, à trouver des nouveaux moyens de démontrer le produit en fonction du type d'achat. Hein. Quand on rencontre dans une entreprise, puis souvent on néglige ça. Hein. Il y a un décideur, il y a un influenceur, puis il y a aussi un utilisateur. Et si vous posez la question, là, lequel de ces trois personnages-là peut nous faire perdre la vente? Bien, dans la majeure partie des cas, c'est celui à qui vous n'avez pas parlé. Il faut parler aux décideurs, il faut parler aux influenceurs, il faut parler aux utilisateurs pour s'assurer qu'ils sont avec nous, que dans le processus, ils vont nous aider à conclure la vente. Mais bien entendu, c'est toujours de garder un lien d'action. Hein. Et souvent, c'est ce qu'on fait pas. Hein. Aujourd'hui, on parle, on fait une étape, what's next? Et toujours de s'assurer avec le client que, OK, on basé sur qu'est-ce qu'on s'est dit, voici qu'est-ce qu'on va faire, puis voici où est-ce qu'on va aller. En ayant toujours un suivi, pour moi, la conclusion d'une vente, c'est le début d'une nouvelle opportunité. Donc, tu dois finir ta transaction avec, mais après ça, c'est quoi le next step? Je te rappelle dans 3 mois, dans 6 mois, l'année prochaine, dans 2 ans. C'est de s'assurer qu'on a toujours une date de suivi ou une date de rappel avec nos clients. Donc, s'entraîner à faire ces choses-là, c'est extrêmement important. L'autre facteur aussi, Sébastien, next. Oui. C'est ouais, mais c'est ça. S'entraîner, c'est la slide, vas-y, on vient d'en parler. Donc, les avantages de la nouvelle réalité, c'est qu'on peut réellement accompagner ces vendeurs quand on veut. Aujourd'hui, avec le Zoom, les gens sont très à l'aise d'avoir des rencontres enregistrées comme on a aujourd'hui. Donc, ce qui nous permet, les gestionnaires ou les propriétaires d'entreprise, c'est d'aller voir comment notre vendeur travaille, comment que la situation s'est passée, de voir les ouvertures
d'être capable de faire un post-mortem. Hein. Souvent, on regarde l'armée de l'air, quand ils font des missions, ils ont un plan, ils ont des objectifs qu'ils doivent réaliser. Mais la première chose qu'ils font en revenant au sol, c'est de s'aller dans une salle, d'enlever le galon, puis de se parler de ce qui a bien été, puis ce qui a mal été, puis comment ils devraient faire pour améliorer la prochaine mission. Je pense que ce serait important de toujours regarder ce qu'on fait. Puis encore une fois, c'est comme ça qu'on arrive à un niveau de classe mondiale, c'est de regarder ce qu'on fait, de voir ce qu'on a bien fait, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on a découvert qu'on ne faisait pas, puis que finalement, ça a bien marché, pour les mettre dans notre coffre d'outils pour être en mesure d'être plus efficace. Aujourd'hui, le gros avantage, c'est que ton client soit d'au bord de la rue, dans le même parc industriel que toi, ou qu'il soit à 2000 milles d'ici, il n'y a plus de différence au niveau des affaires maintenant. Donc, on peut aussi former notre monde à distance. Donc, on peut mettre plus de formation avec nos gens, des périodes plus courtes. On n'est pas obligé de dire, bon, OK, on fait 2 meetings annuels, puis première journée de meeting, c'est de la formation, deuxième journée de meeting, c'est du brainstorming. On peut le faire au fur et à mesure. Donc, le fait qu'on ait moins de déplacements, puis que les territoires maintenant sont moins importants, parce qu'on est juste à un clic de rejoindre tous nos clients, c'est important de considérer toutes ces options-là. Et aussi, on peut penser maintenant à l'acquisition de talents au niveau international. Donc, on peut engager quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans notre région, puis on peut le prendre ailleurs, puis à distance, il peut faire le travail. Donc, on peut viser plus les gens en fonction de leurs compétences et leur capacité à travailler avec nous que dans le fond, l'endroit dans lequel ils travaillent. Oui, absolument. Donc, les concepts appliqués en 21-22, c'est toujours d'être prêt, donc avoir plus de préparation. C'est d'être efficace, donc d'être capable de faire les choses plus vite, ça, peu importe qu'est-ce qui va arriver, mais surtout d'être capable d'interagir quand on présente. Toujours en faisant quelque chose de différent, puis surtout, de garder les caméras ouvertes. Souvent, on embarque dans un webinaire, on embarque dans une réunion, puis on a quelqu'un qui a une caméra fermée, puis son micro fermé. Idéalement, on veut savoir si les gens sont avec nous ou sont en train de faire d'autres tâches pour justement être capable de captiver leur réaction, bien entendu. Excellent. Donc, les nouvelles techniques de gestion. Moi, je ferai une pause ici. De toute façon, on va l'envoyer. Là, on a beaucoup de contenu, comme on disait tantôt. Là, on va l'envoyer. Il est 2h27. Est-ce que, Marc-Olivier, il y a des questions sur le chat ou peut-être laisser là, la chance à l'audience de poser des questions si vous en avez? Que je sais que les gens vont déconnecter là, dans 2-3 minutes. Là. Voilà, tout le monde a quelque chose à 2h30. Alors, on avait une question qui a été demandée au départ. On a Patrick qui voulait plus d'informations sur c'est quoi exactement les ventes internes. Quand on parle de vente interne, qu'est-ce que ça représente? Oui. Alors, si je me permets, Gaétan, puis tu me corriges là, si on n'a pas exactement la même définition. Donc, on dira des ventes internes. Souvent, c'est des gens qui vont rester au bureau, quoique je ne dis pas que les ventes externes vont au bureau, mais vont être plus à servir les clients existants et faire un premier filtre avec les prospects envers la compagnie. Puis c'est des gens qui ont plus un profil de prendre soin du monde, donc on dira farmer que hunter. Donc, les ventes internes, quand il y a un nouveau client, ça va être souvent moins de la vente interne, ça va plus être, on dira, c'est des ventes externes, où c'est quelqu'un qui va aller visiter le client, là, puis que ce soit à distance maintenant, là, mais qui va plus prendre du temps avec le client. Donc, les ventes internes, c'est souvent les ventes internes, on va les voir dans prise de commande, le client appelle, il te reste tout ça en inventaire, je n'aurais besoin, je n'ai besoin de 2-3 palettes, etc. C'est des gens qu'on voit qui sont plutôt à l'interne pour servir des clients actuels ou des plus petits clients. On dira des vendeurs qui sont externes. Il y a eux qui s'occupent de chasser les nouveaux comptes grosses, les plus gros comptes, les gros deals, les choses plus complexes à fermer. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter Gaétan, là. Non, c'est exactement ça. C'est sûr que pour moi, les ventes internes, je me suis toujours dit que dans la structure idéale, tu avais un vendeur externe pour un vendeur interne. Le vendeur externe qui a un rôle beaucoup plus chasseur, puis le vendeur interne qui a plus le rôle farmer. Donc, si on prend un chasseur pour régler un problème de commande ou une date de livraison ou ainsi de suite, dans bien des cas, les ventes internes sont aussi ton service à la clientèle.
Donc, un petit lien à faire. C'est pas, moi, dans mon livre à moi, les ventes internes, c'est plus ceux qui règlent des petits problèmes faciles à régler rapidement parce qu'ils sont en contact avec tout le monde à l'interne, versus ton vendeur externe qui, lui, doit arrêter sa journée pour prendre le téléphone, appeler à l'usine ou appeler qui de droit pour avoir des réponses. Mais ça, on va. Y avait-tu d'autres questions, Marc-Olivier? Pour le moment, non. Je crois que vous avez été clair. J'irai à l'avant-dernière slide. J'irai à l'avant-dernière slide, mon Sébastien. Sûr. Tiens. Et voilà, l'autre avant. Oh! L'important, je pense, dans tout ça, c'est de comprendre qu'on a tous un rôle à jouer. On voit des équipes de Formule 1 autour de la voiture pour faire en sorte que la voiture reparte rapidement et qu'elle performe. Mais en bout de ligne, il y a plein de monde qui sont en arrière, qui sont à l'externe, qui peuvent être aussi des ressources pour aider l'équipe à performer. Puis c'est un petit peu là, ce que je pense Solution Matrix peut faire et que ce que Celsius Solution Vente peut faire aussi, c'est de vous aider de l'externe à mieux voir, puis mieux s'organiser, mieux se structurer pour atteindre nos objectifs qu'on a à long terme. Exact. Sébastien? Donc, écoutez, on doit conclure. Il est 2h31, donc merci beaucoup d'être resté quelques minutes de plus. Donc, voici nos coordonnées. Donc, on va envoyer la présentation, là, mais on est toujours bien content d'engager avec les gens. Si vous avez quelques questions que ce soit, ou du contenu, ou des pratiques, des interrogations, là, moi, Gaétan, là, ça va nous faire plaisir de répondre. Merci tout le monde d'avoir été là, puis au plaisir de pouvoir vous rencontrer personnellement. Merci beaucoup. Merci. Personnellement ou visuellement. Exact. Merci Sébastien, c'est un plaisir de t'accompagner. Merci beaucoup Gaétan, merci. Ciao.